merci d'être là avec nous sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram et sur X, le nouveau Twitter. Face à moi, j'ai Messaoud Falvizaner. Bonjour Messaoud. Bonjour à tous. Vous appelez Serge aussi, mais comme c'est mon prénom... Serge Messaoud Falvizaner, ouais. Du coup, je vais retenir Messaoud. On vous a reçu il y a quelques temps pour Les Vents du Silence. Oui, je crois l'année dernière. Oui, oui, c'est ça. C'est votre précédent livre. Oui. Et là, voici Chaque Tipat, l'éveil du guérisseur intérieur. Donc, votre nouveau... c'est pas un roman, votre nouveau... comment on peut l'appeler? Oui, le nouveau livre. Voilà, un nouveau livre. Mais je n'arrivais pas à le casser. Essai, analyse ou expérience personnelle. C'est à la fois un livre qui traite d'un sujet sur les processus de guérison intérieure. Que j'ai écrit il y a quelques mois de ça, donc voilà. Oui, très intéressant parce qu'en fait nous sommes nous-mêmes, selon vous, en nous il y a ce fameux guérisseur. Oui, en tous et en chacun. Voilà, en tous et en chacun, donc on peut soi-même l'éveiller, lui permettre d'être en action. Et favoriser l'éveil. Ouais, favoriser l'éveil. Oui. J'ai pas vraiment les bons termes, mais bon. Pourquoi ce livre ? Vous voulez transmettre quelque chose ? Oui, parce que ça résulte de 40 ans d'observation, auprès aussi de ma profession qui initialement était guérisseur. Et c'est un sujet que j'ai développé depuis pas mal d'années. Et donc j'ai voulu faire un compte-rendu d'un processus qui devrait être accessible à chacun. C'est assez ouvert, hein ? Ça donne pas, on ne dit pas aller voir tel mage ou tel thérapeute. Non, il n'y a pas vraiment chacun. Il n'y a pas de magie là-dedans. Hein. Ça devient presque magique par rapport à nos connaissances. Quand on voit les résultats. Oui, le résultat. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, on se dit tiens, c'est quand même étrange. Le résultat, ça démontre que le résultat est une question d'observation et d'intérêt qu'on plonge dans ce processus. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience que tout est déjà là, en nous-mêmes. Et on recherche souvent ce processus de guérison par des méthodes, par des éléments extérieurs, alors que tout est là déjà. Donc j'essaye de zoomer un petit peu sur la complexité à la fois de l'esprit, mais aussi sur les potentiels que nous avons tous en chacun. C'est ce qui est assez étonnant dans votre livre. À la différence d'autres personnes, vous conseillez, on n'a pas besoin d'aller justement voir des guérisseurs, des chamans, des mages. On a en nous toute une connaissance qui n'attend qu'être réveillée. On est tout ça en même temps. On est tous, donc chamans, guérisseurs. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des processus de la vie. Vous voyez bien que, par exemple, quand le corps est blessé, déjà par lui-même, il s'auto-guérit. Une cicatrice s'auto-guérit. Vous voyez, il y a pas mal de processus et on peut chercher à développer ce processus si on s'y intéresse vraiment. Voilà. Alors, ce processus, il dépend d'une conscience. Il ne dépend pas non plus de nous. On ne peut pas décider comme ça, tiens, je vais me soigner le foie, par exemple. Oui. Il y a autre chose derrière, quand même. Il dépend d'une dimension de ce que j'appelle la supraconscience, qui n'est pas l'appartenance du cerveau, en fait. En fait, le cerveau étant le moi étant le cerveau, le connu, le passé, tout ce que le cerveau a su accumuler pendant des millions d'années, reste dans une forme de conditionnement et à laquelle ce conditionnement-là ne permet pas d'accéder à une intelligence plus grande que lui. Et donc, si vous voulez, dans ce livre, j'essaye de créer des passerelles entre cette conscience qu'on appelle la conscience du moi et cette conscience universelle qui n'a pas de nom, en fait. D'accord. Ce moi, c'est l'ego ? On va l'appeler par son nom, peut-être ? On peut l'appeler le moi, on peut l'appeler l'ego, oui, c'est du même registre. Et à côté de ça, il y a une conscience.
qui est hors de nous et en même temps en nous. Tout est contenu dans la conscience, donc l'ego lui-même. Donc, Ah oui, c'est un peu compliqué des fois de saisir tout ça. C'est-à-dire qu'on essaye forcément de le saisir à partir de notre cerveau, à partir de la mémoire. On essaye de se faire une image, un concept de cette conscience, mais néanmoins, vous ne pouvez pas la définir. Il faut en vivre, il faut en faire l'expérience. Oui. Sans l'expérience, il n'y a pas de connaissance. Ça me rappelle un peu l'histoire de la graine quelque part, c'est-à-dire que nous on se croit avec notre cerveau justement, on se croit super intelligent, mais quelque part quand on réfléchit bien dans une graine, il y a déjà tout. Il suffit de bien l'arroser, de la mettre dans la terre et tout se fait tout seul quelque part. C'est un petit peu votre idée dans ce livre. C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que l'homme vient en essence avec ces potentiels-là. Il y a déjà toute l'intelligence est déjà à l'œuvre en lui-même. Le problème, c'est que l'homme est très très rapidement formaté, conditionné, qui fait qu'il se pense être quelqu'un de social, quelqu'un qui s'identifie à sa nation, qui s'identifie à sa religion, qui s'identifie à une image de lui-même, et qui fait que tout ça occulte, voile la réalité de sa partie divine, si on peut dire. Donc au lieu de se laisser aller, quelque part, il essaye de forcer les choses et... il essaye de devenir. Il est dans le devenir, l'homme. Il n'est pas dans l'être. Ah oui, il n'est pas au présent, quoi. Il est pas dans l'être. Voilà. Enfin, il se projette en fonction du passé, si j'ai bien compris. Soit il est dans le passé, soit dans le futur, mais rarement présent. Alors, il y a un concept que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, Shaktipat. Shaktipat, l'éveil du guérisseur intérieur. Oui. C'est la liste noire des pénalités. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette liste noire des pénalités ? Alors, en quelques mots... Ça nous emprisonne quelque part, ce truc. Oui, en quelques mots. Les pénalités, eh bien, ce sont des programmes contenus dans le cerveau individuel et collectif avec lequel vous naissez. Vous naissez avec cette influence des pénalités, c'est-à-dire la peur, la culpabilité, le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon, enfin tous ces aspects psychologiques à laquelle l'enfant est très très vite atteint et expérimente très très rapidement ce sentiment de rejet, voyez-vous. Et donc, et on peut observer ces pénalités dans toute la masse des êtres humains, quels que soient les continents à lesquels il vit ses expériences. On est tous atteints à un moment donné, influencés du moins par ces pénalités qui deviennent plus forts que soi. Oui, on est un peu victime. La culpabilité, par exemple, tout le monde, vous pouvez observer que la culpabilité, quelle que soit l'idéologie, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, quels que soient les continents, tout le monde connaît la culpabilité, tout le monde connaît la peur, etc. Donc ce sont des programmes que le cerveau exprime très tôt dans notre enfance, et ce qui nous amène forcément à vivre des expériences douloureuses, de souffrance psychologique, et à laquelle on recherche inévitablement une issue. Mais cette liste noire des pénalités, ces pénalités, ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas tout seul, quoi. C'est-à-dire que moi, en France, ici, j'ai la même liste de pénalités qu'un petit Chinois. Exactement, l'Australien, l'Américain, l'Allemand. Voilà. C'est l'être humain qui est victime de ça, enfin, qui est pris par ça, quoi. Oui, on est tous influencés par ces pénalités dès notre enfance. Parmi ces pénalités, il y a la somatisation, oui. Et la maladie. Ça fait partie de cet ensemble. Ça peut aller jusqu'à l'expression d'une souffrance qui génère des somatisations, des maladies qui naissent d'abord dans la psyché et puis qui progressivement vient atteindre le corps. Face à ça, face à ce petit individu avec son ego que nous sommes et cette liste des pénalités, vous parlez de supraconscience. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est sa nature, comment on peut expliquer cette supraconscience? Alors déjà, je dirais que on peut très difficilement basculer de l'observation de ces pénalités, qui est un mécanisme du cerveau, à la supraconscience. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer, c'est qu'il nous faut énormément de
comment dirais-je, d'observation, de discernement, pour déjà en connaître le mécanisme de ces pénalités. C'est-à-dire, il faut faire cette démarche de pouvoir observer dans la vie quotidienne toutes ces pénalités qui sont en mouvement à l'occasion d'une journée. Mmh. Donc, c'est à force d'observer ce mécanisme que petit à petit, vous développez un discernement et aussi une bienveillance vis-à-vis de ce mécanisme-là, qui n'est pas toujours, de détachement peut-être aussi qui nous permet de le voir, qui n'est pas toujours accepté. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes saisi par une émotion, ce n'est pas toujours acceptable. La peur, la culpabilité, la somatisation, enfin toutes ces souffrances qui sont à l'œuvre à travers nous, que l'on pense être liées à notre histoire, alors qu'on peut observer que c'est toute la collectivité qui est saisie par ces pénalités. Donc il y a toute cette démarche, je dirais, d'être attentif, d'observer, d'être conscient de ce mécanisme, de le reconnaître déjà, va progressivement nous amener à observer que derrière ce mécanisme existe une conscience que l'on appelle la conscience témoin, l'observateur, qui, elle, n'est pas dans une posture de jugement ou d'analyse. C'est point. Voilà. Alors que dans la réaction, nous avons tendance à vouloir combattre ce fléau des mécanismes de la psyché, à vouloir faire un travail dessus, à vouloir faire des psychothérapies, à vouloir faire un tas de démarches, et je le décris d'ailleurs dans le livre, toutes les démarches possibles et inimaginables qu'on est capable de faire pour pouvoir justement s'en sortir. Et le problème, il est bien là, c'est que l'ego qui crée ce système veut s'en sortir lui-même. Oui. Donc s'il n'y a pas une autre dimension qui rentre en jeu, il est très difficile de sortir de ce schéma, de cette matrice des pénalités. Donc cette supraconscience, elle est en nous, dans un endroit quelque part qui est très silencieux. C'est plutôt nous qui sommes dans la supraconscience. Parce qu'on a l'impression qu'on doit entrer en nous pour... Alors oui, après c'est une question de perception. On peut avoir le sentiment de rentrer en elle ou elle de rentrer en nous, mais ça c'est une question finalement de perception. Lorsqu'on s'y attache, enfin lorsqu'on observe ça, on peut avoir ce sentiment dans les deux sens. Donc vous dites que quand on est dans cet état silencieux, on peut justement regarder la douleur ou la voir passer sans la juger et donc l'accueillir. Et du coup, on ne l'assimile pas à nous-mêmes, c'est ça, et elle peut disparaître. On peut observer qu'elle ne nous appartient pas finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'on le vit, elle nous traverse, on s'identifie forcément, c'est ça le processus. C'est-à-dire que le propre du cerveau, c'est que cette douleur m'appartient, cette culpabilité m'appartient. Vous voyez, ce sentiment d'abandon m'appartient. Il est forcément lié à une histoire, au passé. Hein. Et donc, il y a ce système d'identification qui fait que, eh bien, on n'a plus le recul et on s'éloigne de cette conscience qui, elle, effectivement, est déjà là, en silence et dans une observation, plutôt dans un registre d'accueil et de bienveillance que de jugement ou d'analyse de ces mécanismes-là. Comment l'atteindre? C'est la méditation qui nous permet d'accéder à cette... C'est un état plus que... Alors c'est déjà un état, c'est déjà un état en soi. Je pense qu'il y a deux possibilités, mais bon, il faut quand même essayer de faire cette démarche avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire qu'on est tellement pris par le divertissement et par le mouvement extérieur qu'on est très peu attentif à ce qui est déjà là. Bon, alors pour aller voir ce qui est déjà là, peut-être que par moment, par période, il est bon de pratiquer certaines méthodes comme la méditation peut faciliter ce processus d'observation. Mais je dirais qu'il ne faut pas non plus que la méditation devienne en lui-même une nouvelle méthode qui est prise par l'ego, qui est prise par le conditionnement
et qui va faire que finalement la méditation devient un outil comme n'importe quel autre outil du conditionnement. D'accord. Donc pour moi, l'observation n'est pas dans le registre, ne s'inscrit pas dans le registre d'un conditionnement, puisque précisément l'observateur est indépendant du cerveau. Alors cette supraconscience, d'ailleurs, elle peut faire ce qu'elle veut. On n'a pas besoin non plus d'être là en train de méditer, de faire des efforts colossaux, du yoga, etc. Elle se réveille à certains moments, ou elle nous réveille, ou elle ouvre certains chakras à certains moments dans chez nous, c'est un peu ça. Si j'ai bien compris, mais en fait, on a beau forcer à aller dans un sens. Non, ce que j'ai il faut donner des éléments concrets. Oui. Par exemple, vous êtes dans une relation et il y a un litige, une dualité dans cette relation, et vous éprouvez vous-même un sentiment de culpabilité. Bien, comment vous allez gérer cette culpabilité qui vous enferme, qui vous fait souffrir et qui vous amène parfois à poser des actes désordonnés du fait de cette culpabilité. On peut dire non à un enfant, et quelques minutes après, par culpabilité, on va dire bah oui, finalement oui. Oui. Donc ça génère un désordre dans l'esprit et ça génère un désordre dans la relation. Donc si l'on prend en compte cette culpabilité qui n'est pas liée forcément à une éducation, mais qui résulte en fait d'un conditionnement d'un cerveau collectif que nous subissons. Si nous sommes attentifs à la culpabilité, par exemple, et que cette culpabilité, elle est observée à partir de ce témoin dont je parle, qu'on appelle la supraconscience, qui nous demande un retournement de l'attention pour bien différencier le sentiment de la culpabilité et celui qui observe ce sentiment. Oui. Et celui qui observe ce sentiment n'est pas le même que celui qui éprouve Mais pourtant, tout ça, tout ça est dans le même être. Tout ça est en vous. Oui, voilà. Oui. Et tout ça est en chacun. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au lieu d'analyser la culpabilité et de la raccorder à une mémoire, à un passé, à un événement quelconque, le simple fait d'observer cette culpabilité, l'accueillir, être dans l'accueil de cette culpabilité, eh bien, ce sentiment se dissout. Il disparaît. Le simple fait de l'observer. Ce n'est pas dans l'intention de le faire dissoudre, voyez-vous. C'est pas la même chose. Hein. On n'est pas là. Il n'y a pas une volonté de quelque chose. Le fait d'observer devient comme un éclairage qui dissout finalement ce sentiment et nous libère totalement de cette culpabilité. Dans l'instant même où on l'observe. Donc ça nous ouvre. La puissance qu'il y a derrière cette observation n'appartient pas, si vous voulez, à une volonté ou à un ego qui veut se débarrasser de la culpabilité. Elle est accueillie, la culpabilité. Alors je parle de la culpabilité, parce qu'il y a pas de jugement, donc oui, elle est accueillie. Il n'y a pas de jugement, mais il n'y a surtout pas d'analyse. C'est pas comme si vous allez voir un professionnel de la psychanalyse sur lequel on va revenir sur des éléments du passé, ce qui est tout à fait à sa place, je pense. Mais dans la démarche qui est la mienne, l'observation en lui-même est largement suffisant, de façon à ce que vous puissiez vous libérer de cette identification à la culpabilité et vous rendre compte que vous n'êtes pas cela, vous êtes autre chose. On est libre quelque part. Vous êtes totalement libre, exactement. Et donc chaque pas franchi comme ça, c'est de l'énergie qui est en plus pour nous. Pardon. Parce que ça nous bouffe pas mal d'énergie, cette culpabilité, cette liste des... C'est ça. Et du coup, on retrouve de l'énergie pour... ça. Vous avez tout à fait raison de préciser que ces mécanismes-là qui nous poussent à nous identifier demandent une dépense d'énergie considérable. Donc on utilise cette énergie pour nous fixer, pour nous identifier, pour nous attacher, qui génère de la souffrance, des émotions, etc. Vous imaginez la quantité
quantité d'énergie vitale que vous avez besoin pour vous maintenir dans ce processus. C'est phénoménal. Alors que lorsque vous êtes simplement dans l'observateur de cette culpabilité ou de cette émotion, de cette peur, de ce sentiment d'abandon, etc., c'est le simple fait d'être simplement observateur, vous accumulez de l'énergie plutôt que d'en dépenser. Et c'est cette accumulation d'énergie qui amène la dissolution de ce processus d'identification. D'accord. Et qui nous fait de nous des guérisseurs, en fait. Et du ce fait, puisqu'on reprend notre énergie. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'éveil du guérisseur intérieur. C'est s'éveiller à ce qui est déjà guéri, parce que l'observateur, lui, n'est pas affecté par les modalités, n'est pas affecté par les mouvements extérieurs. Il est en lui-même dans un état d'esprit, je dirais, contemplatif. Mais en même temps, dans cette contemplation, il y a une action. Oui, ça dissout donc il y a une action qui est celle de guérir. Guérir, pour moi, veut dire se libérer. C'est pas guérir d'une verrue. Le terme guérir, c'est retrouver son unicité dans cette liberté d'être. Votre livre s'appelle Shaktipat. Shaktipat, ça veut dire quoi? C'est un nom que je n'avais jamais vu. C'est un terme indien, Shakti, qui vient de cette dimension de l'énergie, et Pat, qui provient du... Pat veut dire toucher. Shaktipat, c'est nous sommes touchés par cette énergie qu'on pourrait appeler universelle, spirituelle, nous sommes touchés par cette supraconscience qui génère une énergie considérable. C'est pour ça qu'on l'appelle Shaktipat, qui est un terme qui est souvent employé en Inde dans des initiations d'éveil de la Kundalini, par exemple. Shaktipat est très connu pour ça en Inde. D'accord. On va pas relire tout le livre. Je conseille à nos éditeurs d'aller le chercher. Il est sur Amazon, je crois. Oui, il est sur Amazon. Oui. Shaktipat, l'éveil du guérisseur intérieur. Que voici. Vous abordez pas mal il apparaît sur la vidéo aussi. Vous abordez pas mal de sujets, notamment la mort. C'est très intéressant, cette vision de la mort qui en fait n'existe pas quelque part, qui serait une continuation de la vie, la suite de la vie, quoi. En gros, si j'ai bien compris. C'est pareil, c'est la conscience qui reste. Oui, c'est-à-dire que pardon. La mort, si elle n'est pas expérimentée dans l'expérience du vivant, il est difficile d'avoir une vision de ce qu'est la mort. On peut en avoir des idées. Certaines religions en parlent. Dans d'autres courants ésotériques, on en parle. On parle de l'existence d'une âme après la mort du véhicule physique, etc. Alors, c'est quelque chose que le après, en tous les cas, qui intéresse énormément de gens, m'intéresse moins. Parce que je pense que la mort, elle doit d'abord être abordée dans la mort du connu. C'est-à-dire que faire l'expérience de la supraconscience est une façon de mourir au passé et au futur. Pour moi, mourir, ça veut dire... Pour moi, mourir veut dire... se libérer de ce processus du passé et du futur pour vivre vivant dans l'instant présent. Oui, c'est une question que vous vous posez dans le livre. Qu'est-ce qui meurt quand on meurt? C'est ça. Je trouve ça très intéressant. Oui, voilà. Alors après, oui, il m'a été donné de vivre des expériences hors du corps, ce que je préconise pas forcément dans mon livre. C'est juste un témoignage qui m'a permis de voir que la supraconscience qui existe à travers ce corps peut exister en dehors d'un véhicule physique. Voilà. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez, pour moi, il y a une forme d'éternité de la vie dans lequel vous êtes amené à être conscient, témoin, que ce soit dans l'incarnation au travers de votre véhicule physique ou indépendamment de cette incarnation. On retrouve un de vos personnages du livre précédent, la Gennaro, justement, que oui, je raconte l'histoire de Gennaro, Gennaro, qui est votre guide, vous permet de le rencontrer après sa mort. C'est ça. Et il n'arrête pas de vous dire, votre guide, il n'est pas mort. C'est ça. Et que vous êtes encore en train de dire il est mort. Oui, c'est-à-dire que nous avons une telle notion de la mort qu'il y aurait plusieurs émissions à en faire. Je pense. non, mais c'était juste des petits passages de votre livre pour montrer que vous abordez pas mal de sujets. C'est très vaste, Shaktipat.
Oui. L'éveil du guérisseur Tout intérieur. à fait. Oui, Mais bon, on va pas pouvoir le développer plus longtemps parce qu'il y a quand même quelques pages et c'est assez passionnant. Plus c'est progressif. Oui, il y a 22 chapitres. Oui, voilà. Plus Voilà, on avance, plus on rentre dans le sujet. Avec aussi quelques éléments de témoignage, de séance, je pourrais dire, puisque je pratique la maïeutique intégrale, qui est une démarche un peu socratique, mais en ayant intégré des éléments qui permettent, en fait, plutôt que d'avoir moi la connaissance et de me placer en tant que thérapeute ayant une connaissance particulière, je suis plutôt là à poser des questions en partant sur l'idée, un, que je ne sais rien, et deux, que vous avez tout. Que la réponse est en nous, quoi. Voilà. Toutes les réponses sont en vous-même. Donc, si vous voulez, mon travail, c'est d'aller accompagner un individu qui est en souffrance, qui est prisonnier justement de ses pénalités, qui a des conséquences de ces pénalités dans sa vie quotidienne, de comment je peux l'amener progressivement par le questionnement et l'intériorité à retrouver cette libération et cette liberté d'être. On trouve quelques exemples dans le livre. Et donc il y a quelques exemples Jérémy, de consultations, je dirais, ouais. Qui sont très intéressants et que je vous conseille. Qui nous permet de comprendre la chaise de l'éveil. Voilà, c'est ça. Hein. La chaise de l'éveil, c'est une façon de s'asseoir sur la chaise et de retourner vers l'intérieur. Et à partir de là, je propose des accompagnements individuels, mais aussi dans le collectif aussi. D'accord. Voilà. On peut vous retrouver sur Facebook, par exemple. Oui, alors surtout c'est sur sociaux, mon site, sur votre site. Le site www.meditationsergefalvisaner.com. Voilà. Et le livre, c'est Chaque petite patte, l'éveil du guérisseur intérieur, que l'on trouve sur Amazon. On mettra le lien pour nos auditeurs sur le commentaire de la vidéo et sur les commentaires sur Facebook et Instagram. Serge Falvisaner, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et rendez-vous au prochain bouquin. Et merci de m'avoir invité. Merci avec beaucoup. Plaisir. Ouais. Au revoir. Allez, au revoir.